11,3 milliards d'euros. Il s'agit du déficit commercial record qu'a accumulé l'industrie automobile française sur le seul premier semestre de 2023. Si les dirigeants politiques français n'ont de cesse de vanter une réindustrialisation imminente du pays, il faut pourtant bien se rendre à l'évidence. La destruction de l'industrie automobile hexagonale est maintenant une réalité. Et cette tendance n'est pas nouvelle. En effet, sur une période de 20 ans, le nombre de voitures produites sur le sol tricolore s'est littéralement effondré pour plafonner à peine 1,4 million d'unités en 2019. Raison principale. Depuis plusieurs décennies, la frénésie de délocalisation industrielle depuis la France vers des pays proposant des coûts de main-d'œuvre bas a particulièrement touché l'industrie automobile. Ainsi, lorsque durant les années 2000 et 2010, le défunt groupe PSA transférait nombre de ses usines produisant des voitures à destination de la France vers l'Espagne, le groupe Renault, pas plus vertueux, faisait de même vers des pays tels que le Portugal, la Turquie ou le Maroc. Le résultat est là. Au premier semestre 2023, la filière automobile représentait à elle seule 42% du déficit total des produits manufacturés en France. Le spectateur français, quoique désormais habitué à des chiffres dramatiques concernant la balance commerciale du pays, se posera toutefois la question suivante. Quelles sont les raisons de la disparition de l'industrie automobile en France ? Ce point risque d'en surprendre certains, mais il est essentiel de rappeler que la France fut autrefois une grande puissance industrielle. Bien qu'à bonne distance du Royaume-Uni, nation ayant inventé le concept, la France tenait la deuxième place en termes de niveau de développement industriel en Europe. Et pourtant, si ces résultats permirent à l'époque à une nouvelle bourgeoisie dite bourgeoisie industrielle d'éclore et d'accélérer l'enrichissement du pays, les dirigeants de la nation, majoritairement issus de l'aristocratie ou du monde littéraire, voire de l'ancienne bourgeoisie devenue rentière, ne savaient à peu près rien ni du travail manufacturier, ni même de la création de richesses. Et la situation n'a guère changé depuis. Il n'est qu'à observer le dédain, voire la détestation des élites françaises pour tout ce qui peut se rapprocher du monde industriel et plus généralement du travail manuel qui, semble-t-il, n'a que peu d'équivalent ailleurs sur Terre. Mais cet état de fait n'est ni nouveau ni lié à l'instauration de la République. Il faut savoir que sous l'Ancien Régime, il était interdit, à de rares exceptions près, aux nobles français de travailler de leurs mains sous peine de déroger, autrement dit de perdre leurs titres et privilèges. Cette situation est aujourd'hui toujours de mise. Les remplaçants des aristocrates d'autrefois sont nombreux à considérer le secteur manufacturier comme sale, bruyant et polluant, voire avilissant. Fidèles à leur conception séculaire et au contraire des choix effectués en Allemagne par exemple, ces nouveaux seigneurs en carton-pâte ont organisé avec soin depuis maintenant plusieurs années la délocalisation massive de nombreuses unités de production industrielle. L'automobile ayant engendré, et de très loin, la première industrie au monde, ne peut dès lors être considérée par ces individus que comme produit à éradiquer. Mais le désamour des élites françaises pour l'industrie plonge également ses racines dans un comportement encore plus ancien, une relation conflictuelle des élites françaises avec l'argent et plus généralement avec la création de richesses. Si dans de nombreux pays, la génération et la possession d'argent sont saluées comme une preuve de réussite, voire même pour certains comme une bénédiction divine dont bénéficie l'individu et par effet de levier la communauté à laquelle il appartient, les élites françaises, quoi qu'elles en disent ou en pensent, fortement influencées par une tradition catholique millénaire, situent depuis toujours la culture et le savoir au sommet du développement de l'individu, et ce, au détriment de l'argent, jugé au mieux secondaire, au pire avilissant, voire sale. Si l'on y ajoute une forte tradition marxiste plus récente ayant séduit non seulement les classes populaires, mais aussi de nombreux intellectuels français, il est aisé de comprendre que la création de richesses soit loin du centre d'attention des dirigeants de l'État français, et ce depuis de longues décennies. Et pourtant, il fut une époque pas si lointaine où certaines élites françaises courageuses et visionnaires, et bien qu'issues d'une société forgée par les principes que nous venons de citer, avaient fait de l'industrie l'une des causes nationales majeures.
À la fin de la Seconde Guerre mondiale, la France était dans un état de dévastation avancé. L'économie tournait au ralenti. De nombreuses infrastructures étaient endommagées, voire inutilisables, et nombre de ressources étaient en pénurie. Les autorités d'alors, soucieuses de reconstruire le pays, prirent une série de mesures d'importance nationale. Celles-ci furent regroupées sous le terme de plan de modernisation et d'équipement. Cette série de mesures visait à moderniser l'industrie française en encourageant la coopération entre les entreprises et en investissant dans des secteurs industriels clés tels que l'énergie ou la fabrication d'outils et de biens de consommation. L'Hexagone connut dès lors une campagne de création d'entreprises nationales sans précédent. Ainsi, afin de garantir un approvisionnement en énergie stable et à prix abordable pour la France, on assista à la naissance des entreprises publiques dédiées à l'énergie, EDF et GDF. Dans le but de moderniser et de rationaliser la production d'acier en France, le secteur de la sidérurgie connut également la création d'entreprises nationalisées telles qu'Usinor implantée dans le Nord ou Sacilor en Lorraine. Dans le secteur de l'aéronautique furent créées plusieurs entreprises nationales au milieu des années 1950, telles que Sud Aviation, ancêtre de l'actuel Airbus. Mais aussi, l'industrie automobile française vit le fabricant français le plus emblématique, car le premier en termes de volume de véhicules produits avant-guerre, tomber dans le giron de l'État. En effet, en 1945, Renault sera nationalisé, devenant Régie nationale des usines Renault. Entre 1945 et 1990, tant la Régie nationale que ses principaux concurrents que furent Simca, Citroën et Peugeot permirent à la France d'augmenter considérablement les volumes d'automobiles produites sur son territoire. À tel point que, durant cette période, l'Hexagone s'est vu occuper de manière quasi continuelle la deuxième place des pays producteurs d'automobiles sur le continent européen. Mais ça, c'était avant. Car depuis maintenant plus de 30 ans, l'industrie automobile tricolore n'en finit pas de dégringoler. Ayant perdu sa deuxième place sur le continent européen au début des années 2010, elle est maintenant en passe de se voir dépassée par la Turquie. Si la concurrence des autres pays européens est certes rude depuis maintenant quelques années, un autre phénomène vient encore compliquer les choses. L'entrée dans l'arène des pays d'Asie du Sud-Est. Songez que la Chine est maintenant premier producteur mondial de véhicules automobiles et de très loin. Exemple, en 2022, l'Empire du Milieu produisait près de 3 fois plus de véhicules que les États-Unis, eux-mêmes talonnés par le Japon, et loin devant la France pointant seulement à la 11e position au niveau mondial. Comme si cela ne suffisait pas, un coup fatal vient d'être porté à l'industrie automobile européenne en général et hexagonale en particulier. Il s'agit de la décision des apparatchiks européens, décision suivie et soutenue par des dirigeants français complices de sacrifier le moteur thermique à l'horizon 2035. Ce que ne semblent pas comprendre ces fonctionnaires clairement bas de plafond est que la liste des changements inhérents au basculement brutal vers le tout électrique a une conséquence dont les effets ne peuvent échapper à tout fin connaisseur des rouages de l'industrie automobile: l'impossibilité de les appliquer à l'ensemble des gammes des constructeurs européens avant l'échéance fixée par l'Union européenne. Car il est important de comprendre que le basculement au niveau industriel d'une technologie vers une autre, en l'occurrence le passage du thermique à la propulsion 100% électrique, prend du temps et coûte une véritable fortune. Il faut tout d'abord citer les millions d'heures dépensées en recherche et développement pour la validation au stade laboratoire des technologies innovantes. S'y ajoutent ensuite les coûts de développement incluant la conception et les innombrables simulations numériques concernant différents systèmes tels que batteries, dispositifs de charge et autres motorisations électriques. Suivent les plans de validation matérialisés par des tests sur banc et pistes d'essai de tous les systèmes ainsi que de nombreux véhicules prototypes. Les coûteuses créations, validations et constructions d'outils et de lignes de fabrication ainsi que l'achat de machines de fabrication ou d'assemblage dédiées viennent ensuite.
Pour finir, et en parallèle, l'ensemble des processus et procédures encadrant les étapes précitées étant définis et rodés pour des engins à moteur thermique, l'adaptation au développement et à la production de véhicules électriques implique de coûteuses mises à plat de toutes les procédures et organisations. Du côté des constructeurs chinois, la donne est toutefois bien différente. Pour comprendre pourquoi, il faut remonter à moins d'une décennie, en 2015 pour être précis. Année de l'introduction de la norme Euro 6, elle vit les taux de NOx être plafonnés à 60 mg par km pour les moteurs essence et 80 mg par km pour les diesels vendus à partir de cette date sur le sol de l'Union européenne. Incapable de mettre au point des moteurs thermiques respectant ces normes, l'industrie chinoise a décidé de diriger ses efforts vers d'autres types de motorisation. Les autorités du pays ont donc alloué des milliards de yuan dans des subventions et des allègements fiscaux à destination des entreprises développant des véhicules électriques. Cette stratégie, associée à l'allocation de quantité de contrats de transport public aux mêmes acteurs, a eu l'effet suivant: l'éclosion d'un nombre faramineux de marques chinoises spécialisées en véhicules à motorisation 100% électrique et en corollaire, une avance difficilement contestable des industries de l'empire du milieu dans ce domaine. Et les résultats sont là. En 2021, la Chine produisait sur son sol déjà bien plus de voitures électriques que l'Allemagne, les États-Unis et le Japon réunis. La décision de condamner le thermique va donc, et sans le moindre doute, se révéler un aspirateur inédit à l'importation de voitures chinoises sur le sol européen. Visionnaire, le directeur de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, Jean-Dominique Sénard, déclarait la même année: sur le marché des pneumatiques, la part des marques chinoises en Europe est passée de 5% à 30% en 6 ans seulement, entre 2012 et 2018. Dans l'automobile, attendons-nous maintenant à quelque chose qui pourrait être équivalent. Et il ne se trompait pas. En 2022, la Chine détrônait la Turquie du titre de pays exportant le plus de voitures vers l'Union européenne. Merci à tous d'être fidèles à cette chaîne. Merci également à tous les donateurs. Si vous souhaitez vous aussi soutenir financièrement la chaîne, il vous est possible d'effectuer un don. 2 solutions s'offrent à vous. La première, il vous suffit de cliquer sur le lien dédié à l'intérieur du bandeau. La seconde, il vous est désormais possible d'utiliser les Super Thanks YouTube en cliquant sur le bouton Merci sous chacune des vidéos de cette chaîne. Si vous souhaitez participer aux lives hebdomadaires, il faut cette fois-ci cliquer sur le bouton Rejoindre sous le bandeau de présentation. Si vous ne l'êtes pas encore, assurez-vous bien de vous abonner et d'actionner la cloche pour être notifié lorsque de nouvelles vidéos sont publiées.